Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Voici le résumé du cours de mercredi, hier. Euh, J'étais en train de regarder une vidéo sur le taux de suicide chez les adolescents dans la région de San José, Palo Alto. Il semblerait qu'il y a beaucoup de suicides chez les adolescents parce qu'il y a beaucoup de stress. Ça, hop. Il y a beaucoup de stress. Comment dire? Il y a beaucoup de stress à l'école et chez les parents qui souhaitent que leurs enfants ont des notes parfaites. Donc c'est assez inquiétant. Moi, j'ai des enfants en Chine et aux États-Unis et je peux te dire que le niveau de stress est très très élevé et c'est très dommage. Moi, j'évite ce genre de choses. Euh, j'ai eu une éducation normale. Je suis allée à l'école normale. J'ai toujours bien gagné ma vie. Je ne suis pas millionnaire, mais je paye mes factures, je paye mes choses normalement. Et je pense que l'ambition, c'est bien, mais on ne peut pas sacrifier une enfance pour, pour une carrière. Voilà, je pense que dans la vie, il faut que les parents se calment un petit peu. Euh, c'est dommage. Je suis vraiment un petit peu triste de voir ce genre de choses et de voir que des enfants américains qui ont la chance d'avoir une enfance très très belle n'ont pas le temps d'avoir une enfance très belle et on leur donne tellement de cadeaux, de jouets pour, en fait en français on dit pour pallier en fait ça veut dire pour éviter un manque. Alors ces enfants vont recevoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses matérielles pour, pour éviter qu'ils ne pensent au fait qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas apprécier leur enfance, etc., etc. Donc c'est une compétition qui débute très très tôt dans leur vie et je pense que c'est injuste. Voilà. Donc voici le résumé. Nous avions parlé d'art abstrait et d'art moderne et d'art moderniste. Donc l'art abstrait, la peinture moderne, l'art contemporain, l'art moderniste. Ok. Donc nous avions en fait en résumé, l'art contemporain, c'est l'art qui a été créé, qui est créé maintenant. Donc si je peins une peinture, je peins une toile, un portrait maintenant. Cela fait partie de l'art contemporain. Donc ce sont tous les arts. L'art moderniste et l'art contemporain, c'est un sujet à débat. C'est donc l'art moderniste est défini par certaines techniques, par une certaine perspective. Ok, donc la période de l'art moderniste, eh bien, peut être retracée dans la, comment dire, la perspective. On sort de la perspective, on sort euh, de cette perception normale de l'œil où on voit du réalisme, voilà. Et dès le XIIIe siècle, les scènes, en fait, enfin non pas le XIIIe siècle, j'avais mis le XIIIe siècle parce que tu avais fait une petite erreur, le XIIIe siècle, XIVe siècle, etc. Mais nous avions parlé des peintres comme Degas, Monet, etc., qui essayaient, dans leur période moderniste, de créer un miroir du monde. Ok. Donc les artistes modernistes étaient principalement français, Monet, Degas. Les impressionnistes sont des artistes modernistes. Ils ont changé les techniques de peinture. Ils ont bougé vers une technique d'aplat. En fait, c'est pas une technique plate parce que quand on voit Van Gogh, quand on voit Monet, le pointillisme sera. On voit qu'il y a des coups de pinceau, on les voit. Donc ce n'est pas une technique plate, mais disons que le, la technique d'aplat de la peinture a permis c'est une technique en relief, on peut le dire, surtout avec Van Gogh. Donc, n'apprends pas, ne mémorise pas cette expression, c'est plus une technique aplatie avec des coups de pinceau un petit peu plus agressifs aussi, comme l'expressionnisme abstrait. Les impressionnistes croyaient qu'ils représentaient le monde comme il était. Et ce qui les intéressait, ou ce qui les intéresse, c'était la lumière. Voilà.
peut voir avec Cézanne, la lumière qui arrive sur les maisons, sur les feuilles, sur les nénuphars, etc. Donc comment les yeux perçoivent la lumière? La perspective était importante pendant 500 ans, mais nos yeux ne voient jamais comme ça. Ils ne perçoivent pas bien la perspective. C'est vrai, hein, c'est vrai. Même avec le corps humain, on a le sens de la perspective. En fait, c'est le cerveau va équilibrer la, la perspective. Nos yeux voient seulement un petit espace, un petit cercle, mais nos cerveaux rassemblent les pièces du puzzle. Voilà, c'est ce qui se passe. Quand on voit un visage, un visage n'est jamais symétrique, et je pense que le cerveau essaie de rétablir, de rééquilibrer le sens de la symétrie. Donc des morceaux, les morceaux du puzzle ou les pièces du puzzle. C'est l'expérience de la vue avec les modernistes. Alors, durant le processus, le process, ils ont inspiré d'autres et ils ont remis en question en fait le sens de la perspective, la lumière, les coups de pinceau, les techniques à l'époque, les techniques très traditionnelles et académiques, réalistes. Donc la surface de la peinture. Ensuite, nous avons les post-impressionnistes, Gauguin, Van Gogh, Cézanne. Ils n'ont pas tenté de peindre le monde comme il était, comme tel qu'il est. C'est ouais, comme il était. La peinture devenait plus personnelle, plus intérieure, plus intérieure. Par exemple, une nuit étoilée, c'est une expérience personnelle. Certaines personnes euh, peuvent apprécier, d'autres non. Donc les coups de pinceau, strokes. 10 ou 20 ans plus tard, le vrai modernisme apparaît. Cézanne appartenait aux deux périodes. Il a inspiré Picasso et Braque, qui étaient de vrais modernistes. Et ensuite, ils ont bougé vers l'art abstrait. Une tentative, donc il y a une tentative de modernisme, d'art moderniste avec le cubisme de Braque et de Picasso. Ce sont des techniques de montage, on assemble, des collages, etc., avec du matériel trouvé comme les journaux, le papier peint. C'est une technique du collage. En 1913, il y a eu une exhibition, donc ce n'est pas un spectacle, hein, c'est une exhibition. Donc tu m'avais parlé de Stewart Davis, qui avait appris des techniques modernistes à Paris. Il est revenu, il est revenu aux États-Unis. Il a essayé de partager son style. Donc il a eu sa propre exhibition. Est-ce que tu apprécies le style de Stewart Davis? Oui, j'apprécie son style. Son art est un peu froid, mais je suis vieux jeu, old school, old fashioned. Okay. J'apprécie, I enjoy. Okay. Mais je préférerais Degas. Okay, donc Stewart Davis, j'ai regardé un peu ses peintures. C'est ok. Mais c'est vrai que je préférerais un Degas ou un Cézanne, un Seurat aussi. Euh, un pass, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ah, un pass, une subscription, une adhésion, membership, une adhésion à l'année. It's like a year membership. Une exhibition, non pas un spectacle. Donc des chapeaux avec un X. La peinture des chapeaux de Degas. Donc il y a eu une exhibition, tu m'avais dit, où il va y avoir une exhibition. Euh, Généralement, les artistes en France ont toujours eu ce côté rebelle de la société, où on essaie d'aider les gens à penser différemment. Voilà. Et en science, c'est la même chose, en littérature, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui pense différemment, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu rentrer dans le moule. Euh, les artistes ne voulaient pas, n'ont pas voulu la vie moderne. Et c'est un peu le sens rebelle hein, des artistes. Euh, je pense qu'il y avait plus de respect pour les artistes. Maintenant, les artistes sont considérés comme des artistes, euh, les acteurs, les animateurs à la télé. Je pense que le sens de l'art a été un petit peu hum, popularisé, mais n'est pas très bien compris encore.
Il y a encore beaucoup de gens qui apprécient l'art, l'art classique, académique en France, et il y a des gens qui arrivent à apprécier l'art moderne ou l'art contemporain. Voilà. Donc l'académie a appris la peinture héroïque classique, mais je pense que tous les mouvements peuvent s'influencer. Je pense qu'il y ait une évolution, euh, un changement de l'art, comme en science, comme en littérature, et ne pas rester toujours avec les mêmes styles, les mêmes techniques. La photographie a apporté un sens réel à l'art. Il y a eu aussi un mouvement, l'hyperréalisme en peinture, qui est très bien. C'est une technique, mais il n'y a pas vraiment de sentiments, de feelings. Donc la photographie par la suite a remplacé la peinture. L'aspect de la vie moderne était de faire des courses ou de faire les courses. Donc on avait parlé des grands magasins, l'apparition des grands magasins dès 1840. Donc une bourgeoisie qui va dans les magasins, les grands magasins, et qui vont rencontrer ou côtoyer la classe ouvrière. Voilà. À cette époque, une femme qui allait pour la première fois dans un grand magasin toute seule n'était pas encore bien appréciée. Donc on a l'exemple de la Samaritaine, hein. La Samaritaine, les Galeries Lafayette. Bon, la Samaritaine, c'est l'un des premiers grands magasins. Euh, les grands magasins sont des créatures de la bourgeoisie. Ok. Donc la Samaritaine a ouvert en 1869 et les chefs d'entreprise ont bâti en fait la Samaritaine, euh, ont remplacé en fait les passages et ont été remplacés par les grands magasins. Donc les bourgeoises avec un S. euh, donc les bourgeoises, ça devrait être au féminin, les bourgeoises ES, pour la première fois étaient admises toutes seules. Les femmes qui travaillaient étaient finalement visibles, voilà. Et généralement, la femme était considérée, bon voilà, la pose, le nu. euh, la femme était toujours représentée soit en étant une servante, travailler à la ferme, au champ, de fields. euh, mais avec l'apparition des grands magasins, il y a eu une perspective différente de la femme qui travaille ou de la femme qui va acheter. Donc il y a une indépendance qui se crée. Euh, ça ne plaisait pas forcément aux hommes. Donc un sujet qui fascinait pardon, les peintres et les peintures. Maintenant, les artistes pouvaient peindre les femmes en public. Donc les femmes, les ouvrières, portaient les vêtements élégants pour servir les bourgeoises, et c'était important pour les grands magasins. Donc les bourgeois avaient accès aussi à cette classe d'ouvrières élégantes, mais toujours qui sert en fait, qui vont servir. C'était en fait une classe qui pouvait être attirante, donc ça a changé en fait la société. Voilà. Les ouvrières ne gagnaient pas beaucoup d'argent, et dans ces grands magasins, il y avait un mélange de classes, et c'est toujours la même chose aussi. Quand tu vas dans certains centres commerciaux, par exemple, je pense à certains centres commerciaux à Miami qui sont réservés à une très grosse bourgeoisie. Euh, il faut payer une entrée, euh, c'est un peu réservé aux gens riches, mais tu peux voir une classe moyenne, une classe pauvre, qui essaie de se mêler à la classe très riche de Miami. Donc, surtout Miami Beach, c'est assez particulier. Donc, un mélange de classes dans les grands magasins. Les femmes millionnaires ou les femmes de millionnaires, en particulier, allaient acheter dans les grands magasins. Et les ouvrières avaient une réputation en fait bon, de prostituées, mais d'une manière amicale, parce qu'elles servaient. Donc elles servaient, elles donnaient un service. Mais je pense que ça a bien changé par la suite. Heureusement. On a eu cette image des femmes qui servaient dans les pubs en Angleterre, non, les serveuses. Encore une fois, il y a cette idée de travailler dans les grands magasins euh, qui donne une mauvaise réputation en fait. Mais je pense que ça permet aux femmes d'avoir une indépendance financière
et de pouvoir prendre des décisions plus souvent dans la famille. Voilà. Il faut garder en mémoire, c'est que en France, surtout dans les villages, les femmes étaient simplement dans la cuisine, hein, donc elles ne disaient jamais rien, elles ne se plaignaient jamais, jamais. Et je pense qu'avec l'apparition de l'indépendance financière, les femmes se sont ont trouvé un petit peu la force de pouvoir avoir une personnalité et de pouvoir défendre leur vie, tout simplement. Donc, se côtoyer, to mingle, hein, to meet each other, I mean, se côtoyer, it's like to blend in the same area, the same location. Il y avait une anxiété chez les hommes de voir leurs femmes quitter la maison pour aller travailler, pour aller acheter au grand magasin, ou de montrer, donc les hommes voulaient montrer leur richesse au monde en achetant de grandes maisons, de belles voitures, et aussi en habillant leurs femmes de manière élégante. C'était nécessaire d'avoir une grande maison avec des meubles chers. Une femme bourgeoise était considérée comme un meuble cher. Donc elle portait des robes chères, modernes. On a le concept de mobilier et immobilier en droit, les choses qui bougent et qui ne bougent pas. C'est un concept qu'on apprend en première année de droit. Et donc, je t'avais dit 8 heures à vendredi, donc c'est confirmé. Et donc, je voudrais que l'on commente la page 64 et la page 68 de communication progressive du français. Donc là, je vais ouvrir un lobby. Communication devrait être quelque part. Donc j'avais dit la page 64, la page 68. 64, 68. Donc je vais commencer avec la page 64. Je vais simplement lire le dialogue. D'accord. Donc comment ça marche? Le cinéma. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend. Voilà, c'est typiquement français, ça dépend. Alors, attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter tes billets à l'avance, mais pour le jour même. Et à quoi je le vois? Comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche spectateur muni de billets ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, pardon, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et entrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas, à Paris par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire en VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais, tu peux lire les sous-titres en français. Et donc, si ce n'est pas en version originale, c'est en VF, version française. Voilà, c'est ça en version française. Je pense qu'on l'avait déjà fait, mais je veux revoir certaines expressions avec toi. Et la page 68, que s'est-il passé au commissariat de police? Bonjour monsieur, on m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous monsieur, dites-moi, ça s'est passé quand et où? Dans le parc de loisirs ce matin vers 11 heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet, qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé. Il me l'a rendu. Il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne? C'est un peu difficile parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi, c'est-à-dire je mesure 1,75 m. Il était brun, franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille? Tous mes papiers, une carte bancaire. Vous avez fait opposition? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 euros. Voilà, donc on va faire ça. Et puis la France contemporaine. Donc ici, on avait fait pas mal de pages. Donc c'est un un peu petit. Ah, j'espère que ça ne va pas créer de problème.
Ah, je ne peux pas ouvrir la France contemporaine. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter parce que ça, c'est une petite erreur. Je vais le réouvrir. J'espère que ça ira. Non, ça ne marche pas. Petit problème. Ah, ça marche. Donc on avait fait les fleuves. Je vais agrandir parce que je ne vois rien. Ah, j'espère que ça va marcher. Donc on était arrivé là. Tu vois, quand je parlais, comme la Garonne, le Rhône, le Rhin, est une source importante d'énergie électrique d'un point de vue commercial. Le Rhin représente la voie navigable intérieure la plus importante du Nord. Tu te souviens, on avait fait passer, c'est dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas ouvrir l'autre page. Le climat. Tout comme la topographie, le climat de la France est très varié. En fait, il y a 4 sortes de climats dans le pays. Le climat atlantique se trouve dans l'ouest de la France et sur les côtes de la Manche. Là, on trouve un hiver doux et un été frais et pluvieux, avec des pluies abondantes en toute saison. La ville type est Brest. Ok. Donc température moyenne en janvier, juillet, 16 degrés, 15 degrés, jours de pluie par an 240, jours de gel par an 15. Le climat continental se trouve dans les régions les plus éloignées de la mer, le centre et l'est. Ce climat est caractérisé par un hiver froid et un été assez chaud. La ville type est Strasbourg. Donc, température moyenne en janvier et juillet 0 degré 20 degrés, jours de pluie par an 190, jours de gel par an 95. Okay. Paris se trouve en zone de transition entre le climat continental et le climat atlantique. Le climat méditerranéen se trouve dans le sud-est de la France, le long de la côte de la Méditerranée et en Corse. Ici, l'hiver est doux et court et l'été est chaud et sec, ce qui explique pourquoi la Côte d'Azur est le lieu de prédilection des estivants français et européens. La ville type est Nice, donc température moyenne en janvier-juillet, 8 degrés, 23 degrés. I disagree. J'étais à Toulouse, on avait les 35, 36 degrés en juillet et en août. C'était horrible. Jour de pluie par an 60, jour de gel par an 13. Mais le ciel bleu de la Côte d'Azur n'est pas toujours synonyme de beau temps. Le Mistral est un vent violent qui descend la vallée du Rhône et souffle sur la côte en hiver et au printemps. Froid, sec et très violent, le Mistral est parfois destructeur. Le Mistral signifie maître en occitan, la langue de cette région. Enfin, il y a le climat montagnard, les hautes élévations, les Pyrénées et les Alpes, le Massif central. Ces régions sont caractérisées par un été court, avec beaucoup de pluie, et par un hiver long et neigeux. La ville type est Grenoble, qui a servi de site aux Jeux olympiques d'hiver en 1968. Et bien sûr, notre page ne peut pas s'ouvrir. C'est bizarre. Donc, on fera, je vais voir un peu ce qui se passe. Je dois peut-être redémarrer mon ordinateur. Donc voilà pour le résumé. On se voit demain à 8 heures. Passe une très bonne journée et fais-moi savoir si tu voudrais parler d'un sujet en particulier. Mais il faut d'abord que l'on fasse communication progressive. Comme ça, c'est fait. Passe une très bonne journée. À bientôt. À demain.